Deutsche Welle, économie et développement. Direction la Tunisie pour ce numéro. 5 ans après la Révolution, la croissance reste basse et le taux de chômage important dans le pays. Mais à l'heure des énergies renouvelables, est-ce que l'économie verte peut-elle être un secteur d'avenir ? Reportage dans un instant. Et puis l'on parlera aussi de l'Académie internationale de la bonne gouvernance à Tunis, un projet de coopération avec l'Allemagne. Vous écoutez le magazine Économie et Développement, Claire-Marie Costman au micro, bienvenue à toutes et à tous. En 2012, la GATE, l'agence publique allemande chargée de la coopération, publiait un rapport plutôt optimiste sur le secteur des énergies vertes en Tunisie. À l'époque, plus de 3000 personnes étaient employées dans des activités liées aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, et le plan solaire tunisien prévoyait que la branche pourrait générer entre 7000 et 20 000 emplois supplémentaires. Où en est-on aujourd'hui ? Mohamed Haddad, notre correspondant à Tunis, a notamment rencontré un entrepreneur dans l'énergie éolienne qui croit fortement en son avenir. Une soufflerie faisant 2 mètres sur 2, en face, un appareil étrange, en forme d'éolienne, mais pas d'hélice ni de pale. À la place, un bras articulé avec une soucoupe à l'extrémité. Ce dispositif rappelle un laboratoire d'université high-tech. Pourtant, nous sommes sur le toit d'une villa à El Manar, un quartier résidentiel huppé de Tunis. La soufflerie est en marche. La soucoupe d'1,20 m de diamètre commence à tourner autour d'une rotule, faisant tourner à son tour le bras articulé. Tout à coup, l'ampoule branchée au bout de ce dispositif hésite et puis s'allume. Cette machine est une révolution dans le secteur de l'énergie. Elle est baptisée Safonienne de Safon, le dieu carthaginois du vent. Anis Aouini, ingénieur tunisien à l'origine de ce projet et fondateur de Safon Énergie. Les éléments de surface du corps ne tournent pas comme une pale, mais ils ont un autre mouvement qui s'inspire de la nature. C'est un grand oui dans l'espace. La safonienne, elle est riche en biomimétisme parce qu'on le retrouve dans la queue de poisson pour que le poisson puisse se déplacer. On retrouve ce mouvement aussi dans les ailes d'oiseaux. Anis dessine de sa main le grand 8 dans l'air comme un mouvement d'éventail en zigzag. Ce projet a décroché plusieurs prix d'innovation. Safon Énergie a même signé un partenariat avec Microsoft qui développe ses logiciels d'exploitation. Après 3 ans de recherche et développement, cette société vient de signer un contrat en Inde. Anis est confiant sur l'avenir de cette invention. La performance de la safonienne se traduit sur 2 niveaux. Sur le plan technique, donc elle a un meilleur rendement que celui de l'éolienne conventionnelle. Presque, on a pu atteindre sur le plan pratique 1,7 fois l'éolienne conventionnelle. Et sur le plan économique, c'est une machine qui s'avère beaucoup moins chère. Cet exploit n'aurait pas été possible sans la contribution de Hassin Larbayed, ami d'enfance qui a renoncé à une carrière de financier à Dubaï pour ce projet. Il a su trouver les financements pour lancer cette aventure. Son défi, trouver les compétences adéquates. Pour attirer des gens, c'est une étape. Et pour garder ces gens-là, c'est une deuxième étape. Et le fait que vous avez une équipe jeune, tunisienne, c'est une fierté pour nous. C'est une démonstration qu'on peut faire des choses, que cette jeunesse tunisienne a les moyens intellectuels et émotionnels pour oser, pour risquer dans des sentiers nouveaux et être à la hauteur du défi. Sur les 9 membres de l'équipe, 6 ont moins de 30 ans. Parmi eux, Mohamed Amin, il avait 23 ans quand il a débarqué à Safon Énergie pour son projet de fin d'études. Aujourd'hui, à 27 ans, cet ingénieur formé en Tunisie va gérer la mise en place du parc de Safonienne en Inde. Pour moi, cette aventure est un rêve. J'ai rejoint l'équipe avec l'idée de réaliser ce rêve. Donc je m'investis vraiment à fond à Safon Énergie pour réussir le fonctionnement de la machine et pour que le monde entier entende parler de Safon et pour que la safonienne, elle remplace l'éolienne classique. Des expériences comme Safon Énergie font figure d'exception en Tunisie. Une administration bureaucratique et un manque de volonté politique pénalisent ce genre d'initiative dans l'économie verte qui pourtant pourrait créer des milliers d'emplois. Selon le dernier rapport de l'agence technique allemande, la GIZ, datant de 2012, le photovoltaïque à lui seul, par exemple, pourrait créer entre 10 et 35 000 emplois.
à condition qu'il y ait un cadre stable et une forte intégration locale. Selon le patronat tunisien, le secteur du photovoltaïque comptabilise 170 entreprises avec un marché qui est jugé limité aujourd'hui. Ali Kanzari, président de la chambre patronale du photovoltaïque. Aujourd'hui, il y a 600 à 700 emplois directs pour le photovoltaïque avec le petit marché. Si demain il va se développer le tarif il sera intéressant, donc il y aura des dizaines de milliers d'emplois dans ce secteur. L'investisseur étranger, s'il n'a pas de tarif incitatif, il ne viendra pas. À 7 centimes d'euros le kilowattheure, il ne viendra pas. À 8 centimes, il réfléchit. À 9 centimes, c'est intéressant. Toutefois, Mohamed Ziyahamemi considère que l'État tunisien peine à hiérarchiser ses priorités. Ce journaliste d'investigation dans le secteur des énergies critique la faiblesse de l'État qui manque de cohérence et n'a pas de stratégie définie. Moi, comme État, qu'est-ce qui m'arrange ? Aujourd'hui, j'importe du pétrole et ça me coûte des devises. Cependant, je dispose d'un potentiel d'énergie renouvelable. Il serait préférable et raisonnable de produire des énergies renouvelables et de les exporter d'une part, de combler le déficit énergétique et d'avoir des ressources en devises d'autre part. Ces devises me permettront de développer le reste de l'économie. Si l'on réfléchit de cette manière, l'emploi se créera automatiquement. Mais si l'on se dit que nous allons développer les énergies renouvelables pour créer de l'emploi, c'est une approche erronée. En 2014, le Parlement tunisien a adopté la loi sur les énergies renouvelables, mais son décret d'application n'a pas encore été publié. En parallèle, ce Parlement doit bientôt se pencher sur le code des hydrocarbures. La baisse phénoménale des cours du pétrole sur les marchés mondiaux ne risque pas d'encourager la transition énergétique. À Tunis, Mohamed Haddad pour la Deutsche Welle. Et j'ajoute que, toujours selon le journaliste d'investigation Diahamami, le danger est que les lobbies pro-gaz de schiste tentent de modifier la définition des hydrocarbures afin de légaliser cette procédure considérée comme dangereuse pour l'environnement. On reste en Tunisie dans cette seconde partie du magazine Économie et Développement et on s'intéresse à la bonne gouvernance. Un concept qui, selon la définition de la Banque mondiale, désigne la manière dont sont gérées les ressources économiques et sociales en vue du développement. Tunis et Berlin ont lancé en septembre dernier une académie internationale de la bonne gouvernance. 35 Tunisiens venant de l'administration publique, mais aussi du secteur privé et du monde associatif y participent. Cette année, le thème de travail choisi sont les marchés publics et les conflits d'intérêts dans le secteur de la santé. C'est ce que nous explique Hassen Soukni, directeur général de cette académie. L'Institut national de la statistique ici à Tunis a fait une enquête auprès des ménages pour savoir quel est le secteur qui, pour eux, souffre le plus de corruption. Eh bien, figurez-vous, madame, que le secteur de la santé était en première position. 58% des Tunisiens ont dit que le secteur de la santé souffre de corruption. C'est ce qui a motivé un peu notre choix de ce secteur-là, justement, pour essayer d'apporter une contribution pour l'amélioration de la gestion du secteur. Donc, c'est notre façon de participer dans cette mise en place de nouveaux principes de gouvernance, justement, pour parer aux insuffisances qui existaient sous l'Ancien Régime. Il s'agit de prévenir tout mauvais comportement dans l'achat d'équipements des hôpitaux ou des médicaments, ajoute Thomas Figler, chef de projet à la Gatesat pour l'Académie. Nous, on essaie de mettre en place les structures, les organisations qui sont aptes à empêcher en fait, ce genre de comportement dès le début. En fait, on travaille dans tous nos cours sur 3 niveaux. C'est toujours un niveau qui s'adresse aux personnes, donc au comportement et aux attitudes des personnes. Un deuxième niveau qui s'adresse aux organisations, donc à la bonne organisation de l'administration qui permet à justement empêcher que des comportements nuisibles comme la corruption s'installent. Et troisièmement, on a aussi en vue tout le système, tout le secteur, donc dans ce cas-là, la santé.
Éviter les longues files d'attente, éviter la corruption du personnel pour accéder à un service, pouvoir bénéficier de soins dans les temps voulus, autant de pratiques que l'Académie espère voir se réaliser dans le secteur de la santé en Tunisie. Ce mois-ci, les participants ont débuté une phase de séminaires et d'ateliers sur tout le territoire tunisien, donc aussi dans les régions défavorisées, pas seulement à Tunis. Une phase qui doit s'achever en mai prochain. Les participants doivent aussi assister à des missions techniques en Allemagne. Ces missions techniques servent d'une part justement à leur montrer un peu les bonnes pratiques, aussi peut-être pour leur donner des idées. Enfin, par exemple, je prends un exemple, ici il y a beaucoup de petits hôpitaux en Tunisie qui ont reçu une très grande autonomie de la part de l'administration du ministère de la Santé. Et tout hôpital ici est responsable pour l'achat des équipements, etc. Et donc, on leur a montré dans une mission technique comment ça se passe en Allemagne. Et donc, en Allemagne, on a en fait des centrales d'achat qui regroupent plusieurs hôpitaux et qui font les achats de manière centralisée. Donc là, il y a un gain d'efficacité, mais aussi un gain de transparence par rapport aux acteurs du marché. Et aussi pour les prix aussi, ça peut être moins cher pour les hôpitaux aussi. C'est beaucoup moins cher, effectivement. Et donc, ce sont, je pense, des pratiques qui donnent aussi tout de suite des effets aux citoyens, parce que le citoyen, il profite directement donc de la baisse des prix. L'Allemagne apporte 2,5 millions d'euros de budget et la Tunisie fournit le personnel, mais aussi les locaux en partenariat avec l'École nationale d'administration de Tunis. La première phase du projet doit s'achever en juin 2018 et les organisateurs espèrent qu'il continuera par la suite. C'est la fin de ce numéro. Pour le réécouter, c'est simple. Rendez-vous sur notre site dw.com/français, rubrique médiathèque. Merci pour votre écoute. Au revoir et à la semaine prochaine.